Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième édition du Digital Rise organisée par l'agence WAM. 6 thématiques que nous abordons sur toute une journée autour de la visibilité des marques sur les moteurs de recherche. On est maintenant, au 5e webinaire et on va pas vous parler de stratégie éditoriale avec David et Virginie. Je vous laisse vous présenter, David, Virginie. Eh bien, Virginie, je t'en prie. Ok. Alors Virginie, je suis manager éditorial chez WAM. Voilà, j'étais anciennement chef de projet édito et j'ai pu travailler dans la com et aussi dans le journalisme avant. Voilà, David, à ton tour. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et je suis David Escholzer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Et je serai là pour seconder quand ce sera nécessaire, Virginie, cet après-midi. Et pour ma part, Xavier Favarel, moi je m'occupe de la partie commerciale chez WAM. Avant de démarrer, je vais vous présenter un peu l'agence, pour savoir un peu, pour vous remettre un peu dans le contexte de pourquoi on est là, pourquoi on vous parle de tout ça. En attendant, pendant que je vous présente l'agence, on va vous mettre un petit sondage, histoire de vous mettre en jambe sur notre sujet du jour, histoire de voir un peu ce que vous pensez de ce qu'on va vous raconter. Comme ça, on aura des petites infos. Donc, l'agence WAM, c'est quoi? On est une agence qui accompagne les clients depuis plus de 15 ans sur tous les leviers de la search experience. Par exemple, sur le SEO, on va construire des stratégies sur mesure pour nos clients. Sur le contenu, c'est notre sujet du jour. C'est clé aujourd'hui. Donc, on accompagne les clients de la stratégie éditoriale jusqu'à la production de tout type de contenu sur tout type de canaux, votre site web forcément, les réseaux sociaux par exemple aussi. Le SIA aussi pour accompagner nos clients qui ont des problématiques très héroïstes. Le développement de sites internet sur mesure, on est spécialisé notamment sur WordPress et PrestaShop. Donc si vous avez des refontes prévues, n'hésitez pas à nous en parler. Les relations presse, on sort d'un webinaire, là, le 4e webinaire de la journée, c'était sur les relations presse. C'est un peu la spécificité aussi de l'agence WAM, c'est d'intégrer les relations presse dans nos stratégies de visibilité pour travailler votre notoriété, pour travailler votre autorité et aussi travailler l'influence en fait de nos clients. Euh, donc ça aussi, c'est un pan assez important de notre travail. On a également une équipe IT qui nous permet d'accompagner nos clients sur des thématiques, problématiques clients très spécifiques. Je vous donne un exemple très concret. Un client qui veut se lancer sur un nouveau business, un nouveau marché, et ben on va l'aider à prendre les bonnes décisions. Comment on fait ça? On va lui faire des études de captation, des analyses de marché, voilà, pour qu'il prenne la bonne décision pour se lancer dans son futur business. Et enfin la data qui on va dire qui englobe un peu tout ce que je vous ai raconté pour mesurer toutes nos actions, même les relations presse. Et aussi pour aider nos clients à avoir des données de plus en plus fiables. C'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'avoir des données fiables, donc on est là pour les accompagner. Donc l'agence WAM, en résumé, c'est tout ça, c'est 15 ans d'expérience, c'est 250 clients, c'est 60 personnes sur Lyon, Paris et Mulhouse. Nos clients, vous les avez en exemple devant vous, ce sont des grands comptes, des ETI et aussi des PME. Et, euh, et pour finir, moi j'aime bien finir sur ce chiffre 7 qui est pour moi enfin, que j'aime particulièrement parce que c'est un chiffre qui résume beaucoup, qui résume la qualité de notre travail, la relation qu'on a avec nos clients, que les clients ont aussi avec les équipes, parce que c'est 7 ans de fidélité en moyen chez WAM, et ça, on en est plutôt fiers. Voilà, David, Virginie, c'est à vous de jouer pour nous parler de la stratégie éditoriale. Eh ben, on est parti. Donc, on est parti pour 45 minutes autour des analyses marketing qui nourrissent notre réflexion au quotidien sur la création de contenu chez WAM. L'idée, ça va être de faire le tour des spécificités de chacune, de ce qu'elles apportent à la réflexion qui conduit à la création d'un contenu, et aussi de faire un point sur la manière de les mettre en place. Mais avant toute chose, on va déjà se demander c'est quoi un contenu en fait utile et efficace. Et même avant de se demander qu'est-ce qu'un contenu utile et efficace, on va peut-être se demander pourquoi on ferait un contenu utile et efficace, et pas seulement pourquoi on ferait du contenu purement SEO. Et je te pose la question, David, pourquoi? Et oui, pourquoi? Eh bien, parce que finalement, produire des contenus, c'est un effort humain, c'est un effort financier, tout simplement. Et donc, si on produit du contenu, on veut qu'il y ait du résultat. D'autant que on évolue, et ça n'aura échappé à personne, dans un contexte d'infobésité, c'est-à-dire que les utilisateurs sont sursollicités entre les notifications et les contenus qui leur arrivent de toutes parts.
y compris dans Google, qui en plus eh bien, a pris l'habitude de régulièrement secouer le shaker avec différents algorithmes qui viennent redéfinir ces résultats. Donc en fait, on a besoin de prendre un petit peu de recul et de s'assurer de maximiser l'effort. Voilà. Et en plus, sur cette couche déjà pas évidente, s'ajoute en plus un parcours d'achat qui devient de plus en plus complexe. On a une évolution fondamentale en fait dans notre manière de percevoir la manière d'agir et de décider des internautes. On était à l'origine dans un schéma assez classique du parcours d'achat où on allait de manière très linéaire d'un point A, qui était le facteur déclencheur, à un point B, le facteur d'achat. En réalité, on se rend compte qu'on est aujourd'hui sur quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est le concept du messy middle qui a été mis en avant par Google. Et en gros, il nous dit que l'internaute va mettre du temps et va mettre beaucoup de phases d'exploration et d'évaluation pour construire sa réflexion autour d'un achat. En gros, on a des phases qui se répondent, des boucles qui se nourrissent, et on va passer sans cesse de la prise d'information à la comparaison pour ajuster la réflexion avant de peut-être passer à l'achat. Je ne sais pas, David, si tu veux un peu détailler ce concept. Oui, en fait, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce concept, c'est que un utilisateur, finalement, va passer par deux boucles, on va dire, presque infinies, celle de l'exploration des offres qui sont mises à disposition, et notamment et en particulier à travers Google, et leur évaluation systématique, avant qu'un biais cognitif vienne déclencher finalement vient de déclencher finalement un acte qui peut être un clic, qui peut être une vente. Voilà. Et cette boucle peut être infinie. Pourquoi ? Parce que tant que finalement on n'a pas ce facteur déclencheur, il ne se passe rien, mais on peut boucler entre exploration et évaluation. Voilà, tout simplement. Et donc, ça va avoir une incidence en fait sur la manière dont l'internaute consomme les contenus, et donc sur la manière dont nous, on produit nos contenus, parce qu'il va falloir être à toutes les étapes de cette réflexion qui est au fond très personnelle et qui va être propre à chacun. Donc, il va falloir identifier les bons contenus en tenant compte aussi de ce messy middle. Dans ce contexte, un contenu utile et efficace, c'est donc un contenu qui va être vu, donc c'est-à-dire qui va être disponible et présent dans les différents écosystèmes qui vous intéressent, donc bien sûr sur les SERP, mais aussi potentiellement sur vos réseaux sociaux. Donc là, on parle à la fois des contenus poussés par les algorithmes, mais aussi de la présence sur les moteurs de recherche des réseaux sociaux. On peut parler aussi de newsletter. On va que vous encourager en fait à décliner vos contenus. Ça prend du temps de produire un contenu, donc c'est intéressant de pouvoir le décliner sur de multiples plateformes. Dans un deuxième temps, c'est un contenu qui va devoir être lu. C'est-à-dire qu'il va apporter une valeur ajoutée. Il va répondre aux besoins de l'internaute au moment précis où il en a besoin. Donc, il va falloir penser au bon moment du parcours utilisateur et mettre le contenu en face de la bonne intention de recherche. Le point le plus important, il est en rouge et c'est pas pour rien, c'est surtout que votre contenu va devoir capter l'attention et engager. Il va devoir performer, il va devoir servir vos objectifs marketing, et pour ça, ça implique d'en avoir. Déjà première étape, et ensuite de les suivre. Deuxième point important. Enfin, votre contenu utile et efficace, ça sera le contenu qui cultivera aussi l'autorité de votre marque, c'est-à-dire qu'il va affirmer vos valeurs, il va construire son identité et sa réputation. En fait, il va vraiment vous permettre de vous démarquer. C'est d'autant plus important qu'on l'a vu tout à l'heure avec le messy middle, on a des biais cognitifs qui parfois nous permettent de passer à l'achat, et en fait, l'attachement à la marque en fait partie. Donc voilà, c'est un point important à travailler également. Donc, on a fait brièvement un tour du contexte. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelles analyses produire, et donc, on va faire le tour des analyses à disposition. Et j'imagine que là, vous souhaitez une solution miracle. Et c'est simple, en fait, la solution miracle, voilà, elle est toute trouvée. C'est l'étude mots-clés. David, je te vois sourire à cette évocation. Oui, parce que moi, je viens du métier du SEO, et c'est vrai que j'ai toujours appris à faire des études mots-clés pour structurer la demande à partir des outils de Google et d'autres outils. Et ensuite, en structurant ce travail, par exemple par thématique ou par intention plus récemment, et puis ensuite, on le transmettait sur un plateau à l'éditorial pour produire des contenus. Sauf que a priori... J'apprécie tout à fait l'enthousiasme, mais c'est pas ça, c'était un peu une blague en fait, je suis désolée. On aimerait beaucoup que ça soit juste l'étude mots-clés, ça serait vachement plus simple. Mais en fait, non, l'étude mots-clés ne suffit pas.
Le mot-clé va nous aider. Il va nous aider à déterminer la manière dont la cible exprime son besoin. Il va aussi nous aider à déterminer la manière dont Google traduit ce besoin et les typologies de contenu qu'il estime nécessaire de mettre en face. En gros, il va valider le degré d'intérêt des internautes et de Google pour le contenu qu'on envisage de produire. Mais l'étude mots-clés, elle ne peut pas nous aider à placer notre contenu au bon endroit, au bon moment du parcours utilisateur et de la cible. Elle ne peut pas non plus nous aider à diffuser nos valeurs, à augmenter notre autorité. C'est quelque chose sur laquelle elle n'a pas forcément de pouvoir. Travailler la conversion non plus, elle ne pourra pas nous aider là-dessus, ni à orienter notre stratégie éditoriale ou à combler nos lacunes et contrer la concurrence. En gros, il va falloir beaucoup plus que ça pour créer des contenus utiles et efficaces. Et il faut pousser le curseur un petit peu plus loin. Et là, on se dit, ouais, une étude mots-clés, c'était quand même bien plus simple, parce qu'en fait, il va falloir passer par une synthèse de ces 3 phases de réflexion, qui sont 3 phases fondamentales et qui se complètent. On a d'un côté le développement d'une stratégie de marque, donc vous voyez en vert. De l'autre, les analyses, qui est le sujet d'aujourd'hui, donc qui est en jaune, et donc qui sont des analyses à activer ou non selon les besoins. Et enfin, le dernier point, c'est le travail sur la structuration et la singularité du contenu. Ce sont 3 parties qui vont se nourrir l'une l'autre à travers tout un tas d'outils dédiés. Ouais, là, on est bien loin, a priori, de l'étude mots-clés, mais je la vois quand même à droite. Elle est là. Rassure-toi, elle est là. Donc, l'idée, c'est de se dire, on a des outils pour chaque phase et donc on va les faire dialoguer. On va commencer par parler brièvement des outils en rose parce que c'est ceux qu'on n'évoquera pas du tout aujourd'hui. Au-delà de ça, c'est les outils qui sont plus liés à la construction du contenu. Ce sont ceux qui donnent de la valeur ajoutée et qui sont plus au niveau de la phase finale, juste avant d'écrire. On peut parler des comités éditoriaux, par exemple, qui sont le moment où on va trouver en interne des ressources qui vont nous permettre de trouver des informations qui ne sont pas forcément sur Internet. Vous pouvez faire appel à vos experts, par exemple, tous les réunir autour d'une table pour obtenir des informations inédites. On a aussi la possibilité de travailler nos plans de pub, nos templates et tous les documents de structuration pour qu'ils soient plus proches de la conversion, qu'ils soient plus nourris par l'UX. Tout ça, c'est des choses qui donnent de la valeur ajoutée à vos contenus. Dans un tout autre côté, tout en amont, on a tout ce qui est lié à la stratégie de marque. A priori, si vous avez fait du marketing, il n'y a rien là-dedans qui devrait vous étonner. Mais en tout cas, c'est tous les éléments qui nous permettent de répondre aux questions pour qui, comment, sur quels canaux, pour quels objectifs. Et c'est ce qui va être primordial quand on met en place à la fois les analyses et à la fois tout ce qu'il faut pour produire des contenus. On a décidé d'illustrer un peu cette conférence par des petits exemples. Alors, on a des documents stratégiques qui sont très, très riches, donc ça prendrait très longtemps de vous les présenter en détail. Donc, à chaque fois, on prend une slide par-ci, une slide par-là. Celle-là, elle est très pertinente dans le sens où elle résume vraiment la première brique qu'il faut poser avec la stratégie de marque pour pouvoir établir votre stratégie éditoriale. Donc, on est ici dans le cas d'une entreprise qui travaille dans le secteur du recrutement. Et en fait, si vous regardez bien, tout y est. On a à la fois les différentes intentions liées au parcours d'achat, oui, qui sont, parcours utilisateur plutôt dans ce cas-là, qui sont donc les flèches en couleur. Donc, on a toutes ces étapes du parcours. Ensuite, on a 2 lignes, donc une jaune et une violette, qui représentent les parcours utilisateurs de 2 cibles distinctes. Pour ça, on a dû travailler sur des personas. Sur ces lignes, on trouve des petits points qui correspondent aux touchpoints, aux points de contact avec les contenus. Donc l'idée, c'est quels sont les contenus qui vont accompagner à quel moment la cible. Donc on les a tous détaillés pour arriver enfin à l'objectif final, qui est votre objectif marketing. Dans un cas, donc l'envoi d'une candidature à une offre d'emploi. Dans l'autre, la prise de contact. Je commence à comprendre, Virginie, que juste mon étude mots-clés ne suffit plus. T'as bien compris, je pense. Mais on va remettre une couche. Il tient son étude de mots-clés, David. Oui. C'est important. C'est important. Mais ça ne suffit pas, parce que sans ça, on ne peut pas produire de contenu, par exemple, sans cette base de stratégie. Donc voilà. En 2024, clairement, si vous réalisez juste une étude mots-clés et que vous n'avez pas avant analysé où vous voulez aller, vous perdez à la fois votre temps et votre argent. J'ai compris. Mais donc, ces fameuses analyses. Donc, on a globalement 4 grandes familles d'analyses. La première option qui s'offre à nous, c'est d'analyser notre patrimoine éditorial. Autrement dit, c'est tous les contenus que vous avez produits et mis en ligne au fil des années.
Alors là, on a 3 outils principaux et complémentaires. On a l'audit éditorial du site, l'audit des contenus et le content mapping. On va brièvement vous faire un tour de ces 3 outils. Le premier, l'audit éditorial, en fait, l'idée, ça va être d'identifier les points forts et les points faibles du site, c'est-à-dire faire en sorte de le rendre au final plus performant. Donc tout part de vous, en fait, tout part de déterminer quels sont les points qui nous intéressent d'auditer. Vis-à-vis de la stratégie, vis-à-vis de vos objectifs, parce qu'on peut regarder à la fois la homepage, sa structure, l'arborescence du site, son menu, ses rubriques, sa tonalité, ses templates de pages. Globalement, tout est analysable. Il suffit de savoir où on veut regarder. Le but, c'est vraiment de tirer des enseignements pratiques pour améliorer les performances du site au global. En parallèle, on peut réaliser un audit des contenus. Là, comme son nom l'indique, on ne va pas se prêter à analyser le site, on va plutôt se concentrer donc, sur nos fameux contenus et donc identifier les points forts et les points faibles de ceux-ci. Là, on a 2 critères à déterminer en amont. C'est déjà le nombre de contenus à auditer, c'est-à-dire est-ce qu'on va regarder la totalité du site, est-ce qu'on va regarder une thématique en particulier, voire même juste un groupe de pages qui ne performerait pas très bien. En parallèle, une fois qu'on a fait ce travail, il faut se demander ce qu'on va regarder, autrement dit nos KPI. Est-ce qu'on va être sur quelque chose d'un ordre quantitatif, un nombre de clics, des positions sur un mot-clé donné, des impressions ou potentiellement, on peut être aussi sur du qualitatif. Par exemple, on peut faire des audits pour des audits d'obsolescence, donc en cherchant s'il y a de mentions de textes de loi dans nos pages. Et ça nous permettra, le moment venu, de les mettre à jour en se disant « Ok, la loi a changé, tous ces contenus sont concernés, il faut qu'on mette en place un plan d'action ». Donc, c'est un plan d'action qui va ensuite être adapté et proposé pour chaque URL. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir une solution dédiée pour chaque contenu. La vertu première de l'audit de contenu, généralement, c'est plutôt d'optimiser l'existant. Mais on peut aussi avoir des moments où on remarque des failles et donc des contenus à créer. On les utilise souvent en cas de migration de site, en cas de refonte, en cas de fusion de 2 sites. L'idée, ça va vraiment être de se dire ok, on a une chambre à ranger. Il est temps de faire le ménage et comment on s'y prend. Et donc, l'audit va nous aider pour cela. J'ai aussi mentionné la matrice. Alors, la matrice, c'est un petit peu comme un audit de contenu, sauf qu'elle se base, et là, David, tu vas être content, sur une étude mots-clés. Ah, très bien. Donc, l'idée, là, c'est d'identifier les trous dans la raquette pour produire, en fait, après, les contenus adaptés. Ce qui nous ramène pratiquement sur le content mapping, qui est donc le 3e outil d'analyse de l'existant. Et le content mapping, en gros, c'est une cartographie qui permet d'avoir une vision globale des contenus de votre site, qu'on lie à la fois à un parcours utilisateur et à la fois à vos personas. Donc tout ça nous permet d'avoir une carte assez claire, des moments couverts, et donc de voir très clairement nos pistes d'amélioration, là où on est présent et puis là où on ne l'est pas, pour pouvoir produire les contenus en fonction. Ce sont finalement 3 outils complémentaires. Tout à fait. Intéressant. Un très court extrait d'un des audits qu'on a réalisé. Donc là, on est sur un audit de site. Très clairement, on ne pourra pas vous présenter tous nos documents aujourd'hui, mais donc sur cet audit, on a par exemple travaillé sur les CTA pour un client qui était très satisfait de nos contenus. C'était des contenus qui performaient, qui lui apportaient de la visibilité. Mais il avait une volonté de pousser plus loin la réflexion pour convertir et il souhaitait qu'on l'accompagne vraiment dans cette réflexion. Et on se rend compte, en fait, quand on parle CTA, on se dit tout le temps, bon, on sait qu'on doit mettre des CTA sur une page produit, on en met, mais on sait pas trop où on va et souvent ça finit par ressembler à ça. Et quand je dis ça, du coup, c'est 5 CTA, mais pas un seul, par exemple, pour réaliser un devis qui est le point final et nécessaire à notre client. Donc, ça nous a amené à développer une réflexion globale à toute l'échelle du site pour revoir en fait tous les CTA en fonction des phases de conversion. Donc, avec différents positionnements. Par exemple, quand on est sur une phase plus d'inspiration, donc des articles conseils, on va plus être sur une demande de catalogue. Quand on est sur de l'information, sur une demande de devis. Et quand on se prépare vraiment, on sera sur de la prise de rendez-vous avec donc des positionnements de boutons différents et même un travail sur la construction du formulaire de devis. Deuxième option, on a donc analysé notre existant. Maintenant, on peut aussi regarder ce qui se passe de l'autre côté, chez les concurrents.
Donc chez les concurrents, quand on regarde, on est à la fois, on est toujours pratiquement sur un benchmark parce que c'est un outil très riche qui nous permet un peu de tout faire. Et donc on va regarder à la fois nos concurrents marché, mais aussi il est important de regarder nos concurrents SEO parce que vos concurrents marché ne seront pas forcément vos concurrents sur les SERP. Donc, concernant les benchmarks, on a vraiment tout un tas de possibles. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut. L'idée, c'est vraiment de se poser et de se demander là où vous voulez aller. Je vous ai mis toute une liste de questions. On ne va pas forcément les lire là. Vous aurez le temps de les regarder à tête reposée. Globalement, les questionnements, ils peuvent être multiples. On peut se demander comment nos concurrents, quelle est leur manière de produire des contenus, quelle est leur manière de se positionner sur Google, quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place. Et quelles sont leurs innovations aussi, s'ils réussissent, si c'est un échec. L'avantage du benchmark, c'est qu'en plus, on n'est pas forcé de se contenter de nos concurrents. On peut aussi être ouvert à de nombreux autres acteurs du web. Des bonnes pratiques, il y en a partout. Donc, on peut les étudier. L'idée, ça va être vraiment de trouver les bons critères et après de réaliser un très fort travail de synthèse qui nous amènera à des conclusions pertinentes pour nous-mêmes. Donc, on vous a sélectionné plusieurs exemples de benchmark. Ici, l'objectif, c'était d'étudier le nombre de contenus produits par les concurrents sur des thématiques données. Donc, on a identifié des grands répertoires de thématiques pour notre client, donc qui est toujours dans le recrutement. Et on a regardé, pour tous les concurrents, quels étaient le nombre de contenus présents sur chaque thématique. L'idée, c'était vraiment de pouvoir doser après les efforts sur les différents types de contenus. Autre exemple, on est un peu sur le même objectif final qui est de savoir quel contenu on va produire et sur quelle thématique. Là, on est sur une étude d'évolution du positionnement des concurrents sur les mots-clés porteurs de notre marché. Donc, on a identifié tous les mots-clés porteurs de notre client et après, on observe en fait de manière assez régulière, donc là, c'est tous les mois, qui est premier, qui est deuxième, qui baisse, qui monte. Donc, on a les montées en vert, les baisses en rouge. Et donc, on va pouvoir, grâce à ça, se situer à la fois par rapport à nos concurrents, voir aussi les efforts qu'ils ont réalisés. On peut voir des concurrents apparaître sur un mot-clé alors qu'ils n'y étaient pas du tout. Donc, ça nous permet de nous dire, OK, il y a un truc qui a été produit là, il va falloir qu'on réagisse. Et donc, de mettre en place des plans d'action ciblés en fonction de ces éléments. Je dis merci l'étude mots-clés quand même. Alors oui, là pour le coup, on a besoin d'une étude mots-clés à la base. Je reconnais. Mais là, je ne sais pas si l'étude mots-clés va bien nous aider sur ce point. En effet. Là, on est plutôt sur un benchmark qui s'attarde sur la structure des pages. Donc l'idée, c'était toujours pour un client qui avait des soucis de conversion. Donc ces pages fonctionnaient, mais quand même, il souhaitait plus d'engagement, notamment sur ses pages produits. Donc, on a comparé en fait sa page à gauche et la page d'un concurrent à droite. Je pense que rien qu'en regardant, vous voyez probablement quelques petites choses qui vous choquent. Par exemple, peut-être le fait que chez notre client, on commence par parler de la marque avant de parler du produit. Sur une page produit, c'est un peu ballot. De la même manière, vous voyez qu'il y a un petit CTA qui se balade en bas pour commander, mais qu'avant ça, on met du maillage et de l'ouverture vers d'autres pages. Donc, c'est un peu dire, OK, partez ailleurs et puis tant pis si vous ne commandez pas notre produit. Donc, c'est des choses qu'on a pu mettre en avant avec ce benchmark et qui nous ont permis d'aboutir en fait à une réflexion sur tout ce type de page. Qu'on a poussé sur le client en disant OK, vos futures pages, il va falloir qu'elles fonctionnent comme ça. Donc, en partant de l'inspiration de la promesse et en terminant sur la réassurance pour mener le client jusqu'à la conversion. De la même manière, et là, David, tu vas être content, on va reparler un peu de Google. On s'attarde aussi sur les besoins utilisateurs potentiellement dans un benchmark. Donc, sur cette page, on a fait une analyse des contenus présents sur les pages vis-à-vis des attendus de Google et des besoins des cibles. Donc, en gros, le questionnement de notre client, c'était pourquoi avec ma page qui est plus longue que les autres, je me positionne moins bien que mes concurrents. Donc, très concrètement, en fait, on a analysé les contenus des concurrents, ce qui était présent sur leur page, et on a remarqué qu'il y avait des galeries photos qui prenaient extrêmement de place, en fait, et qu'elles correspondaient vraiment à la SERP associée.
Donc ça nous oriente en fait dans les contenus qu'on va mettre en place sur les pages, parce qu'on avait quelques photos, mais effectivement, la page de notre client n'est pas forcément riche en contenu immersif. Et c'est vraiment ce qui fait défaut et qui nous permettrait de performer davantage. Oui, ça c'est un point que j'aime particulièrement parce qu'effectivement, blague à part, finalement, il faut aller jusqu'à l'analyse de la physionomie des résultats de recherche et comme tu l'as très bien dit, par intention, on n'a pas exactement la même physionomie. Ici, on voit que Google fait la part belle au visuel, donc la réponse doit être visuelle et immersive. Tout à fait. Et ça nous permet aussi, sur des mots-clés différents, de se rendre compte, par exemple, qu'on n'est pas du tout sur les mêmes attentes, alors qu'on aurait pu penser le contraire. Donc c'est en ça que le travail de benchmark aussi peut être intéressant. Et ça nous amène très logiquement à nos cibles et notre marché. C'est la troisième manière d'analyser les choses avant de produire un contenu. Et là, on retrouve Google vraiment au cœur des problématiques parce que très clairement, on va se poser sur la manière dont nos cibles formulent leurs besoins et la manière dont Google traduit ce besoin. Je ne sais pas si tu veux détailler un peu plus, David, l'étude mots-clés. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais je sens que... Oui, de toute façon, je crois qu'on verra un exemple un peu plus fouillé de ce que l'on propose. Effectivement, l'étude mots-clés aujourd'hui, elle permet de donner une orientation, une trajectoire. D'ailleurs, elle sert, notamment chez WAM, à travailler finalement même une trajectoire, une projection de trafic, puisqu'on fait aussi du forecasting, clairement. Donc, ça permet par intention et ou par thématique de regrouper toutes ces demandes telles qu'elles sont usitées par les internautes et d'en évaluer finalement un trafic potentiel qu'on peut aller chercher. Donc ça reste toujours intéressant de savoir après quoi on court. Mais effectivement, si on ne le relie pas à une intention qui elle-même va être assez granulaire, et on verra un exemple après que j'aime particulièrement, ça n'a pas de sens. Voilà. Et tu fais très bien de le préciser parce que chez WAM, on a pris l'habitude de réaliser une deuxième mini-étude mots-clés en fait à chaque élaboration d'un plan de publication pour être vraiment sur des mots-clés plus granulaires et avoir des expressions long traîne plus ciblées côté éditorial. Les autres outils, alors on a aussi l'analyse de SERP. Alors là, pour le coup, on va juste se demander ce qui figure sur les SERP liés aux mots-clés que vous souhaitez travailler. Donc à la fois, quelles sont les typologies de contenu, quels sont les concurrents qui y sont et quelles infos sont dans les contenus des concurrents. Et enfin, le search listening. Alors le search listening, c'est un peu comme le social listening, sauf qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est côté web. L'idée, c'est d'offrir une vision en fait sur les thématiques porteuses de votre marché et d'associer celles-ci à des axes de prise de parole pertinents. On vous a mis un petit exemple. Alors, le document est assez costaud, donc c'est juste la slide introductive, celle-là. Elle sert de résumé synthétique. En gros, elle nous explique ce qui s'est dit sur avril sur le marché web de notre client. L'idée, c'est de permettre une écoute globale qui permet d'identifier les sujets et les thématiques sur lesquelles il pourrait prendre la parole. Donc, on a plusieurs slides sur ce document. Il est constitué, en fait, à chaque fois du nombre de contenus qui sont produits par la concurrence, de suggestions d'opportunités d'articles sur cette thématique, d'expressions clés associées aussi avec leur volumétrie. David, là tu vas être content. Des résumés des actus chaudes aussi, parce que potentiellement on ne peut pas tout suivre. Et donc la raison pour laquelle on souhaiterait parler d'une actu, donc on l'explique. Et d'un point également sur les chantiers en cours. Donc là l'idée c'est de dire, ok, on a ce chantier-là qui est en cours, cette thématique-là arrive, comment on peut l'insérer dedans et qu'est-ce qu'on va modifier pour que ça soit pris en compte dans le plan d'action. C'est vraiment un outil de veille qui nous permet de ne pas rater des actualités, de surveiller vos concurrents et aussi d'ajuster en fait toute la stratégie édito à ces mouvements. Dernier point d'analyse, alors celle-là, je pense que tous vous la faites et je l'espère, c'est la plus évidente, c'est l'analyse de vos KPI. En gros, on va déterminer si les contenus utiles et efficaces sont vraiment utiles et efficaces. Donc ça passe chez nous par un benchmark. Donc l'idée, c'est de faire remonter les données qui nous intéressent de manière automatisée. À l'édito, on s'appuie sur notre outil interne Benure et sur notre équipe de data pour les produire, en arbitrant évidemment sur les KPI qu'on souhaite étudier. Encore une fois, ça part de vous, de vos besoins, et vraiment, c'est du sur-mesure. Donc là, c'est une slide de saisonnalité en fait qui nous permet d'identifier par exemple les temps forts annuels par thématique. On a une autre slide par exemple qui est une autre vue intéressante, c'est la vue concurrence, qui nous permet en fait
d'identifier sur des thématiques données les nouveaux contenus réalisés par nos concurrents. Tout ça se traduit en fait par des plans d'action, donc c'est important, une fois qu'on a la data, de l'analyser, mais aussi de décider ce qu'on en fait après. Donc par exemple, c'est des plans d'action qu'on propose lors de nos comités de pilotage. Ici, vous voyez 2 pages qui montrent les 5 pages, en fait, qui analysent les 5 pages les plus performantes et les moins performantes sur le mois écoulé. Et donc l'objectif, c'est de proposer des solutions d'amélioration en se basant sur ce qu'on a pu analyser. Donc, on a fait le point sur les différentes analyses à votre disposition. Maintenant, j'imagine que vous souhaitez probablement un mode d'emploi utile et efficace pour produire des contenus utiles et efficaces. Et il nous reste un quart d'heure, Virginie et David. Eh ben, on va finir tranquillement. Oui. Si tu veux pas qu'on donne la méthode magique, tu le dis, Xavier. Je sais pas. Je préfère que les gens nous appellent pour ça, mais bon, allez, vas-y. Tu veux pas qu'on révèle nos secrets, c'est ça. Allez, vas-y. Allez, on y va. Eh ben, sans vouloir plagier les SEO, et je suis vraiment désolée pour cette réponse, mais très clairement, la méthode magique, ça dépend. Car la méthode magique, en fait, c'est ça. Globalement, je vous ai dit, l'étude mots-clés, c'est plus simple, mais c'est pas si compliqué. En fait, la méthode magique, c'est juste accepter qu'il va falloir passer par un cheminement de pensée un peu chaotique et non balisé, qui va vous guider dans vos analyses et vous permettre au final d'aboutir sur une conclusion synthétique et sur mesure. Si on devait résumer, au fond, on en revient presque à notre Messi Middle de Google, parce que pour produire ce contenu utile et efficace, il va falloir passer par de nombreuses phases en fait, de prise d'information et d'évaluation, d'études, d'analyse, de synthèse, de réétudes, d'analyse, de synthèse, des boucles de réflexion, d'analyse complémentaire, et parfois même on crée des nouveaux documents d'analyse adaptés à ces objectifs. Oui, donc ça reste un travail éminemment humain et personnalisé, comme tu l'as dit, quoi. Tout à fait. Et on va donner quand même quelques exemples, même si Xavier ne veut pas qu'on s'attarde. un document de synergie, je crois que c'est celui-là, David, que tu aimes beaucoup, Oui. parce qu'on parlait d'études mots-clés, là, forcément. Oui. Donc, peut-être tu veux le présenter, du coup ? Je veux bien, parce que par rapport à la perche que tu me tendais tout à l'heure sur les études mots-clés, là, ce que j'aime beaucoup dans ce travail, quand Virginie nous dit qu'on doit faire un travail adaptatif, personnalisé, ici, vous voyez qu'il y a finalement des intentions informationnelles, de comparaison et transactionnelles, mais c'est propre en fait à ce client. Par exemple, si on prend l'informationnel, vous voyez que là, il y a des intentions qui regroupent chacune tous les mots-clés, et on voit à droite le potentiel de trafic possible. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la granularité des intentions, des sous-intentions, du paquet informationnel, comparaison et transactionnel. C'est un parcours qui est totalement adapté à celui du client. Et c'est là que finalement, ça présente toute sa valeur et tout son intérêt. Et on n'est plus dans les sempiternels, informationnels, transactionnels, navigationnels. Non, il faut aller beaucoup plus loin, encore une fois, à la recherche d'un contenu qui va répondre à une intention précise et dont on attend quelque chose au bout. Et c'est ce qu'il faut faire pour finalement arriver à engager. Voilà. Pour donner peut-être un petit peu de contexte complémentaire, là on est sur un client qui avait plusieurs sites en fait susceptibles de traiter du même sujet et de la même thématique. Donc l'objectif de notre grosse étude, dont là on présente 2 slides, c'était de déterminer les périmètres de captation de trafic de chacun, en couvrant l'ensemble du parcours de l'utilisateur, donc sans laisser de trous dans la raquette, et en dirigeant en fait l'utilisateur vers le bon site au bon moment, sur le bon contenu, et de répondre à son intention de base. Donc en gros, qui dit quoi et qui doit dire quoi dans le futur. Donc la slide qui est affichée là, c'est qui dit quoi actuellement. Donc quel est le site qui prend la parole sur quel sujet. Et ce travail s'est basé, et là David est ravi, je pense, sur une étude sémantique en fait qui nous a fait recouper en fait 3 études mots-clés qui ont été faites pour les 3 sites différents, et donc combiner ces études mots-clés pour arriver après avoir analysé de nombreuses thématiques, à pouvoir déterminer pour notre quel site devait porter quel sujet, quels sont les contenus qui manquaient pour les 3 sites, et aussi quelle page devait être travaillée pour les 3 sites. J'aime beaucoup parce que là, on voit la dimension tactique de l'éditorial qui donne la main au SEO et ensemble décide où mettre l'effort
On n'est pas obligé de tout faire, c'est l'idéal, mais si on doit maximiser, on peut choisir ses combats. Et ces 2 outils que tu viens de nous montrer, je trouve, encore une fois, sont la parfaite illustration des choix à faire. Voilà, et on ne peut pas tout tous les mois pour des questions de budget, pour des questions de timing. Mais là, ça devient un outil vraiment décisionnel. Autre outil décisionnel, là on est entre études mots-clés et benchmark. Donc très brièvement, c'est pour un client qui souhaitait se muscler sur la notion de forfait mobile. Donc on travaille en fait, on a travaillé donc sur une étude mots-clés à la base, et après on a regroupé tout ça en fait en sous-thématiques avec des volumes de recherche associés. Donc l'idée, c'est d'identifier le potentiel pour la marque sur chacune de ces sous-thématiques. Quel est le volume de recherche actuel qu'on capte, quel est celui qu'on peut potentiellement obtenir, et surtout à ce stade-là permettre de se poser les bonnes questions, parce que effectivement le pas cher, c'est ce qui rapporte le plus en termes de volume, mais est-ce que je suis légitime en fait pour parler de pas cher? Est-ce que je suis vraiment moins cher que mes concurrents? Est-ce que c'est dans mon intérêt d'en parler? Est-ce que j'ai mon service juridique qui va me tomber sur le dos si j'en parle? C'est des questions qu'on peut poser dès ce moment-là grâce à cette étude mots-clés. Et c'est une étude mots-clés à laquelle on a ajouté en fait un benchmark qui est venu se plugger en fait à ça, et même une analyse des SERP pour identifier comment Google, en fait ce que Google estime être le bon contenu pour chaque requête. Et donc on est passé en fait d'une phase de OK, il faut que je produise ou que j'améliore mes contenus sur le forfait mobile à là il faut que je travaille mon champ lexical, ça sera ce champ lexical qu'on va devoir employer. Nos contenus sur les pages, ça sera plutôt cette typologie sur cette requête-là, plutôt celle-là sur celle-là. Le maillage et le CTA, on va les faire de telle manière. Là, il faut restructurer nos pages et peut-être même créer, par exemple, cette page, un hub ici. En fait, ça nous sert vraiment de boussole et ça nous permet de construire toute la stratégie à terme. On arrive donc à la fin de cette présentation. Juste quelques slides pour résumer, pour que tout le monde ait bien compris. En gros, la méthode magique, c'est celle qui vous permettra de nourrir une réflexion multidimensionnelle en utilisant une partie ou la totalité de ces outils. Et c'est des outils qu'il est nécessaire de faire coexister et dialoguer, mais aussi de mettre à jour régulièrement et de faire vivre pour une meilleure analyse. Je ne sais pas si je vous fais l'affront de vous la lire, mais en soi, en 2024, produire vos contenus à partir d'une simple étude mots-clés, c'est comme sauter d'un avion en ayant oublié votre parachute. Ça peut passer, mais ça risque quand même de casser. Très belle fin. Et juste avant les questions, je tenais juste à remercier en quelques secondes mes chefs de projet qui sont à l'origine de toutes les réflexions qu'on a pu vous montrer aujourd'hui. Ce sont elles et nos clients qui imaginent du coup ces analyses sur mesure parce qu'ils nous challengent et parce qu'on répond présent. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe édito, notamment Tristan pour le coup de main graphique, et aussi les teams SEO, Data, RP et IT, parce qu'on travaille tout ça en synergie. Sans oublier Manon et Xavier qui sont sur le pont depuis ce matin pour les conférences. Et donc, merci à vous. Et je vous laisse place aux questions. Merci Virginie. Super, merci beaucoup. Tu m'as un peu perturbé avec ta dédicace. Désolée. Non, pas de problème. On a lancé un petit sondage, là, c'est maintenant qu'on a posé vos questions. On va lancer un petit sondage en même temps, en parallèle. On a une première question de Dana. Sur l'IA, est-ce qu'il y a des analyses effectives pour la création de contenu avec l'utilisation d'intelligence artificielle? Alors, l'intelligence artificielle est utilisée en fait plutôt dans nos process, c'est-à-dire que par exemple un search listening, on va l'utiliser pour nous aider à un peu savoir tout ce qui s'est dit sur internet. C'est quelque chose sur lequel on va l'utiliser. Après, on n'a pas d'analyse en fait, c'est tout l'objet un peu du webinaire du jour, c'est qu'on n'a pas de méthode type, et donc on va jamais utiliser l'IA en se disant ok, on a un mode d'emploi et on le met en place. C'est vraiment pour l'instant un assistant pour nous, et c'est vraiment l'assistant qui va nous simplifier certaines choses et nous faire gagner du temps. Mais on ne l'utilise pas pour produire nos contenus de cette manière-là. Oui, il n'y a pas d'industrialisation. En revanche, pour vous donner un exemple concret, on peut utiliser l'IA après un travail d'analyse de content mapping, par exemple, et se dire
ou alors à partir d'un benchmark concurrentiel, mélanger tout ce qui a été fait par les acteurs et ce que notre client a fait, et comment on peut venir compléter, par exemple, le plan de publication. Ça peut être là un vrai outil pour être plus exhaustif, et c'est plutôt dans ce genre de tâches qu'on va l'utiliser. Mais on peut le dire assez clairement, chez WAM, la rédaction est confiée encore et toujours à des rédacteurs. On peut s'aider pour un plan de contenu, on peut s'aider pour un plan de publication, on peut pourquoi pas s'aider pour reformuler après coup une titraille pour la rendre éventuellement plus sympa, voire la décliner pour un autre contenu qui sera par exemple utilisé plus pour du snack content qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais la rédaction est encore et toujours confiée à des humains, justement parce que on a besoin d'incarner la voix de la marque pour laquelle on travaille, en tout cas avec les exemples que nous a montrés ici Virginie, et c'est pas utilisé pour le moment pour la rédaction pure. Voilà, mais ça peut être un compagnon, comme le disait un assistant, comme le disait Virginie, pour des tâches ou micro-tâches de ces travaux. Alors, moi, j'ai une question pour continuer sur l'IA. Est-ce qu'avec l'arrivée de SGE et AI Overviews, enfin AI Overviews surtout, est-ce que ça change la donne? Comment on se prépare à tout ça sur la production de contenu? Comment on se prépare? David, non? Je commence? C'est comme tu le souhaites. Vas-y. Déjà, on surveille en fait. C'est la première étape. On regarde ce qui arrive, on se tient informé, et on voit aussi que les pizzas à la glu, c'est pas encore ce qu'on mange, donc on a encore un petit peu de marge de manœuvre devant nous. Et on a aussi, je pense, un parti pris de se dire que le contenu justement utile et efficace a encore de beaux jours devant lui, et que l'IA, a priori, devrait pas le remplacer, surtout qu'on a des écosystèmes qui sont quand même très nombreux. Oui, et puis j'ai envie de dire que tout l'attirail, voire l'artillerie éditoriale que nous a présenté Virginie, est justement le parfait allié de ces nouveaux outils, parce que finalement, ces outils vont remonter moins de résultats en source pour formuler leurs réponses que la fameuse liste des 10 liens bleus de Google. Et en réalité, c'est un peu la prime à celui qui est le plus autoritaire, qui est finalement le plus pertinent. Et quand je vous disais que ces outils sont l'allié de la production éditoriale, parce qu'il faut faire un haut niveau de qualité. Et pour ça, il faut écouter ce que veulent les utilisateurs de la marque, ses futurs clients. Il faut écouter ce que dit la marque elle-même, son historique, mais aussi finalement les concurrents, pour proposer quelque chose de mieux. L'idée de cet attirail, c'est bien ça, c'est de produire pas forcément plus, en tout cas de produire mieux, de maximiser l'effort. Et la qualité est vraiment indispensable de ce que l'on fait. Et là, on vient récupérer tous les ingrédients d'un contenu qui n'existe pas encore et qui va venir combler un besoin. Voilà, donc en ce sens-là, on est censé créer de l'exclusif, de l'unique, et en ce sens-là, ça vient vraiment aider, et c'est la meilleure arme pour apparaître dans ces AI Overview et tout autre résultat génératif. Très bien, merci beaucoup à tous les deux, et ça nous fait le lien avec la question d'Anna sur le prochain webinaire et le dernier de la journée Digital Rise avec toi, David, encore sur l'IA et les agents conversationnels dans 15 minutes, donc à 16h. Vous pouvez encore vous inscrire. On va vous envoyer, si ce n'est pas déjà fait, le lien dans le chat. Et merci à tous. Bonne journée, et puis peut-être à tout à l'heure sur le prochain webinaire. Merci à tous. Merci, bonne journée.